Bonjour à tous et toutes, bienvenue à ce webinaire. On est ravis de vous avoir parmi nous. On va attendre 2 petites minutes, le temps que les gens se connectent, et ensuite on pourra démarrer. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être là, merci à tous. Je vais vous inviter à éteindre vos micros si c'est possible quand vous ne parlez pas. Ça aidera vachement les intervenants. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Eh bien, je vous propose qu'on démarre. Hop, je vais vous partager mon écran. N'hésitez pas à éteindre vos micros si vous ne parlez pas. Et on a plein de choses à vous. On va avoir une introduction qui va être faite par Ferdinand. Ensuite, on va parler de toutes les mesures impactant les postes de conseiller numérique. Et ce sera plutôt la NCT, la Banque des Territoires. Et ensuite, on prendra toutes vos questions. Et Ferdinand, je te laisse la main. Merci beaucoup Ondine, bonjour à toutes et à tous, merci de vous connecter. C'est un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. On a énormément de choses à vous partager, tout simplement parce que oui, vous êtes très nombreux et on s'en réjouit. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment dialoguer et vous apporter le maximum d'éléments qu'on a en notre possession. Bon, c'est pas un scoop, le contexte est très difficile pour tout le monde et on en a tout à fait conscience. On se bat nous-mêmes tous les jours pour essayer d'avancer dans ce contexte-là. Comme vous le savez, le budget qui a été alloué à l'inclusion numérique par les députés, pardon, je crois qu'il y a un micro qui est allumé. Merci beaucoup. Le budget qui a été alloué à l'inclusion numérique cette année est en forte baisse par rapport à l'année dernière. C'est le cas sur l'ensemble des politiques publiques, mais on n'est pas épargné par cette baisse. Il y a une baisse de 66% de nos moyens. Et donc on passe à un budget de 14 millions d'euros qui effectivement ne nous permet pas de faire les mêmes choses qu'un budget à 50 ou 60 millions d'euros, ce qui paraît tout à fait logique. Face à ce contexte-là, alors nous déjà on a joué un rôle assez important en collaboration avec la MENNUM et la Banque des Territoires pour outiller les décideurs publics dans leurs décisions. Nous on est une administration, donc l'idée c'est pas qu'on prenne les décisions, on applique ce que dit le politique, mais par contre on doit mettre en lumière au politique les éléments qui lui permettent de trancher en tout état de cause. Donc on a fait remonter à quel point les actions d'inclusion numérique marchaient, à quel point le dispositif conseiller numérique était efficace sur le terrain. Ça c'est notre job et on l'a fait autant qu'on a pu. Les discussions budgétaires ont été très difficiles et très tendues. Et donc on arrive à cet état de fait et ça ne nous pousse pas du tout à baisser les bras, loin de là. Maintenant, notre job à nous, c'est de faire en sorte qu'on investisse de façon optimale ce budget qu'on a aujourd'hui pour qu'on capitalise sur ce qu'on a construit ensemble depuis 2021. Et ce qu'on a construit ensemble depuis 2021 est énorme, puisqu'on partait vraiment de loin en termes de médiation numérique, en termes de professionnalisation de la filière, en termes de formation de ces acteurs, en termes de soutien, d'outillage à la formation. Et en fait, tout ce qu'on a construit ensemble, maintenant, il faut qu'on trouve une manière intelligente de le poursuivre. Et donc, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui.
Donc déjà, premier point, vous dire que l'État n'abandonne pas du tout ses ambitions en termes d'inclusion numérique, que ça reste une politique publique à part entière, ce qu'on a réussi à cranter depuis 2021. La médiation numérique est une politique publique à part entière, distincte de la médiation administrative. Et ça, c'est important de le noter. C'est pas parce qu'il y a une baisse budgétaire qu'il y a une baisse d'ambition sur ce qu'on porte collectivement. Et là, pour le coup, c'est encore pas à nous de définir la vision, mais c'est la vision qui est portée par le politique. Et donc, je m'en fais le relais auprès de vous. Donc déjà, il n'y a pas de baisse sur l'ambition de ce qu'est la médiation numérique aujourd'hui. On a toujours l'ambition de promouvoir un numérique d'intérêt général. On a toujours l'ambition de dire que l'inclusion numérique est distincte de la médiation administrative. Et on a toujours l'ambition de dire que la médiation numérique a un rôle hyper important à jouer sur des thématiques clés. Je pense par exemple à la cybersécurité, à l'IA, à la parentalité numérique. Et que donc là, on est vraiment des acteurs collectivement qui sommes en première ligne. Et ça, c'est un constat qui est partagé et qui ne cesse pas. Le deuxième point, c'est que notre job à la NCT, avec la BDT et la Mednum, c'est de s'adapter pour prendre des mesures Oui, moi je peux pour essayer qu'on avec celui-là, je sais continue. pas. Excusez-moi, je pense qu'il y a un micro. Merci beaucoup. C'est de prendre des mesures pour que ce qu'on a construit ensemble depuis 2021 ne s'arrête pas malgré ce contexte difficile. Et ces mesures-là, elles sont très concrètes. On va continuer à soutenir la formation des acteurs de la médiation numérique. On va continuer à communiquer sur l'évolution du titre de médiateur numérique qui a été créé, sur la structuration de cette filière professionnelle. Et on va continuer à soutenir l'outillage des acteurs de la médiation numérique, que ce soit des médiateurs numériques, des aidants numériques et aussi évidemment ceux qui portent ces politiques publiques dans les structures, les encadrants, les employeurs de médiateurs numériques. Donc ça, je vous le dis de façon très concrète, on réfléchit à la meilleure façon de poursuivre ces actions-là, mais sur le fond, il continuera à y avoir un soutien sur la structuration de la filière professionnelle, sur la formation et sur l'outillage des acteurs. Par ailleurs, le budget qui a été voté permet à l'État de ne pas dénoncer de convention de conseiller numérique, ce qui était pour nous une ligne rouge et on l'a remonté maintes et maintes fois. Donc ça fait aussi un soutien en termes de postes, tout simplement. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Le dernier point, et après je passe la parole, c'est que évidemment notre job, encore une fois, on n'est pas député, on n'est pas ministre, mais par contre, c'est d'outiller les députés et les ministres pour qu'ils développent une vision à long terme. Et ce qu'on fait concrètement pour ça, c'est que on travaille des scénarios qui permettraient de pérenniser le financement de l'inclusion numérique. Clairement, dans le contexte actuel, c'est extrêmement compliqué. Les discussions budgétaires qui s'annoncent pour l'année prochaine sont extrêmement tendues d'ores et déjà. Mais nous, ce qu'on peut prendre l'engagement de faire devant vous, c'est d'outiller le cabinet ministériel et les députés avec le maximum d'éléments factuels pour que justement ils puissent avoir une vision d'un peu plus long terme. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je minimise pas du tout le fait que c'est un contexte extrêmement compliqué. Encore une fois, on le partage et on le subit à vos côtés tous les jours. On fait vraiment tout ce qu'on peut. Je serais ravi en tout cas de pouvoir répondre à voilà, toutes les interventions. En tout cas, sur le fond, nous, on estime qu'il n'y a pas de baisse d'ambition. Alors, on est les premiers à dire qu'on ne peut pas faire autant avec moins. Donc, ça paraît tout à fait évident. Mais donc, il faut qu'on trouve ensemble la manière de continuer à être efficace malgré ce contexte compliqué. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et je laisse la parole. J'ai déjà suffisamment parlé. Exactement. Merci beaucoup, Ferdinand, pour cette introduction. On va passer maintenant aux mesures impactant les postes de conseiller numérique. Et pour cela, je crois que c'est Louise qui va enchaîner. Oui, je veux bien juste, Ondine, que tu reviennes sur l'ordre du jour rapidement, parce qu'on n'a pas fait de point logistique, mais je pense que c'est important. Donc, on a bien donc on est ensemble pour 1h30. Donc, Ferdinand vient de faire l'introduction et on va ensuite pouvoir parler de la suite. On vous propose de ne pas prendre les questions tout de suite. Enfin, vous pouvez les poser dans le chat et on les prendra ensuite. Mais d'abord, on va vous parler des mesures qui impactent les postes de conseil numérique. Ensuite, on pourra avoir ce temps de questions-réponses. Et ensuite, on pourra aborder un second temps qui va plutôt concerner la suite du dispositif conseil numérique. Et là, ensuite, il y aura encore un temps sanctuarisé pour vos questions. Et j'anticipe une question
mais le webinaire est bien enregistré et le replay sera mis à votre disposition. On prend aussi pas mal de notes et les réponses à vos questions seront aussi publiées sur la foire aux questions conseil numérique. Voilà, c'est bon, Ondine, tu peux mettre la slide. Donc déjà, bonjour à tous. Donc moi, je travaille aussi avec Ferdinand au sein du programme Société numérique de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et donc, je vais préciser un peu ce qu'a commencé à annoncer Ferdinand. Donc effectivement, cette année, le budget est restreint par rapport aux années précédentes. Donc des arbitrages ont dû être faits qui ont affecté directement les postes de conseiller numérique. Mais comme l'a dit Ferdinand, le budget dont on dispose permet tout de même aujourd'hui d'honorer toutes les conventions qui sont en cours. Toutes les conventions qui ont été signées avec la Banque des territoires vont bien recevoir la subvention qui est associée donc, à la convention, conformément aux modalités initiales, et à condition que les postes de conseil numérique aient évidemment bien été pourvus et que les contrats de travail aient aussi été transmis à la Banque des territoires. Donc toutes les subventions vont être versées comme convenu. Le deuxième point, c'est que les arbitrages de cette année ont fait que, enfin, il a été donc décidé cette année que les attributions de postes ne sont désormais plus possibles. Donc les conseillers, il n'y a plus de nouvelle entrée dans le dispositif conseiller numérique, plus de nouvelles attributions de postes. À l'instar de l'année dernière aussi, les conventions qui arrivent à échéance cette année ne pourront pas donner lieu à un renouvellement. Et les postes qui ont été attribués à des structures employeuses mais qui sont restés vacants depuis plus de 6 mois devront être rendus par la structure employeuse au terme de ces 6 mois. Sur les fins de conventionnement, donc ça c'est un rappel, assez classiquement à l'issue de la période de conventionnement, les structures employeuses doivent transmettre impérativement à la Banque des territoires toutes les pièces justificatives, y compris les certificats de travail qui permettent de justifier de la consommation de la subvention pour solder et clore leur dossier. Mais la BDT vous en dira un peu plus dans quelques minutes. Et enfin, sur la formation initiale et continue, donc ça aussi c'est un rappel, la formation, qu'elle soit initiale ou continue, reste obligatoire pour tous les conseillers numériques qui sont actuellement en poste et toujours prise en charge, donc financée à 100% par l'État. Et la nouveauté cette année, c'est que les conseillers numériques dont le contrat de travail ou la convention arrive à échéance en cours d'année pourront tout de même utiliser leur crédit de module thématique tout au long de l'année. Donc par exemple, un conseiller numérique dont le contrat s'achève dont le conventionnement du contrat s'achève en mars cette année pourra tout de même bénéficier de ce module thématique, par exemple un module sur l'intelligence artificielle, jusqu'à la fin de l'année 2026. Voilà, ça c'est des informations qui vous ont été transmises pour rappel dans une communication fin février, qui ont été aussi transmises aux préfectures, aux structures employeuses, aux coordinateurs et aux hubs. Et vous pouvez aussi les retrouver sur la foire aux questions du site conseiller numérique. Voilà, je laisse la main à la BDT, à la Banque des territoires, pour vous parler des aspects administratifs qui sont liés aux fins de conventionnement. Bonjour. Est-ce qu'on prend déjà quelques questions ou pas? J'ai vu qu'il y avait des mains levées. Non, Je on me fera à demande la fin. je me demande si il me semble serait pas que. Enfin, allez-y côté BDT et ensuite on pourra prendre les questions. Ok, ça marche. Bonjour à tous, Sacha Desmaries, donc le côté Banque des territoires, où nous, on s'occupe principalement de signer des conventions avec les structures et puis d'organiser la formation. On voulait juste vous rappeler ce qui va se passer à la fin de vos conventions. Quand le poste de conseiller numérique a été pourvu a été occupé pendant 36 mois, il faut que les employeurs nous déposent sur la plateforme démarche numérique. Il faut absolument que vous nous déposiez le certificat de travail ou l'attestation de travail si le conseiller numérique est toujours en poste et le dernier bulletin de salaire. Ça nous permet de vérifier que vous avez utilisé la subvention conformément à la convention
Et si on n'a pas ces pièces, on va être obligé de vous réclamer la totalité de la subvention qui vous a été versée. Donc, c'est vraiment très important que vous nous transmettiez ces informations. Et le deuxième le deuxième point de précision sur lequel on voulait attirer votre attention, c'est si le poste n'a pas été pourvu pendant 36 mois, on vous demande le remboursement du trop perçu. Donc, si vous avez eu la totalité de la subvention versée et que le poste a été occupé pendant 24 mois, eh bien, on va vous réclamer les 12 mois perçus en trop. Donc après, on accepte, peu importe par qui le poste a été pourvu, ça peut être plusieurs conseillers numériques qui occupent le poste avec plusieurs contrats différents. L'essentiel pour nous, c'est que le poste soit pourvu pendant 36 mois sur des missions d'inclusion numérique comme c'est prévu par la Convention. Et on regardera je peux peut-être quand même voir s'il y a des questions. Sous quel délai devons-nous fournir les pièces en fin de contrat? Quand vous savez que vous êtes arrivé au bout des 36 mois, et vous pouvez nous les fournir le plus rapidement possible. Et de toute façon, sinon, on viendra vous chercher si vous ne le faites pas. Et quel est le lien vers la procédure démarche numérique? C'est le même dossier via lequel vous avez fait votre demande de subvention. Oui, c'est en bas. Et après, certificat de travail ou attestation de travail, Travaux, il n'y a pas de formalisme particulier. Le but, c'est de justifier que la personne, que le poste Tous les micros sont coupés. Oui, on t'entend plus. On vous entend plus là. Ouais, Est-ce que là, c'est bon? voilà, c'est bon. Ça a Parfait. été coupé, Merci. ça a coupé quand? Impeccable, ouais, là c'est bon. Pas de À quel formalisme moment ça- particulier. Ah voilà, et bon, bah, ça n'a pas coupé très longtemps alors. Ouais, non, il n'y a pas de formalisme particulier pour les certificats de travail, attestation de travail. Ça dépendra aussi du type de contrat, si les personnes étaient en CDD ou s'ils sont toujours en poste et qu'ils sont en CDI. L'essentiel, c'est que vous nous justifiez que le poste a bien été occupé. Et un congé maternité. Oui, alors je crois on l'écrivait sur la slide d'après, je sais plus, ou peut-être pas. Ce qui compte pour nous, les 36 mois, ils sont calculés. Il faut que le poste soit pourvu. Donc, si à un moment donné, il y a 3 mois de vacances où le poste n'est pas pourvu parce que vous êtes entre deux recrutements, les mois où le poste n'est pas pourvu ne comptent pas dans le calcul des 36 mois. On prend en compte uniquement les mois où les postes sont pourvus. Donc, pas de panique si vous avez 2 mois de latence entre deux recrutements. Ça repousse la fin de la convention, mais ces mois ne sont pas gâchés, entre guillemets. On suspend le délai arrête de courir et on le reprend quand le poste est à nouveau pourvu. Parfait. Est-ce que tu veux que je passe à la slide suivante, Sacha? Ouais, je regarde juste si entre-temps, il y a pas mal de questions de cas individuels. Euh,
Oui, on répondra au fur et à mesure. On va reprendre le déroulé et répondre pour les cas individuels. Sinon, pour les questions, n'hésitez pas à nous solliciter via vos dossiers démarches simplifiées ou par l'adresse mail générique, hein. On répond normalement à toutes les sollicitations qu'on a sur les cas individuels. Et encore une fois, on vous invite à le faire de manière proactive à la fin de la convention, mais si vous ne le faites pas, on viendra bien vous chercher pour récupérer ces informations avant de vous réclamer le remboursement de la subvention. Je pense que tu peux passer à la slide d'après. Et oui, si vous avez des conseillers numériques qui démissionnent avant la fin des 36 mois, vous pouvez tout à fait recruter quelqu'un d'autre qui pourra utiliser la subvention sur les mois qui restent. Nous, on raisonne vraiment en termes de postes pourvus par quelqu'un qui a une activité de conseiller numérique. On ne raisonne pas par la personne en tant que telle qui occupe le poste. Et en même temps, de manière concomitante au dépôt des attestations de travail sur démarche numérique, on vous invite à déclarer la fin de ce contrat en tant que conseiller numérique sur le tableau de pilotage et à rendre les postes sur le tableau de pilotage également. On vous transmettra aussi via démarche numérique ou via le tableau de pilotage un questionnaire à des fins d'évaluation du dispositif. Donc, ce questionnaire, il sera disponible à la fois sur le TP, sur le tableau de pilotage lorsque vous rendez le dernier poste, et on vous le transmettra sur démarche numérique, et puis il sera aussi accessible dans les newsletters. Vous pourrez le retrouver à différents endroits. Et donc, ce sera bien un questionnaire par structure, quel que soit le nombre de postes. Voilà pour les actions qui sont à réaliser en fin de convention. C'est la même chose que pour la première phase, hein. Il n'y a rien de différent. Et l'essentiel pour nous, c'est juste de pouvoir vérifier que vous avez utilisé vos 36 mois, qu'on vous a bien versé toutes les tranches. Donc, si ce n'est pas le cas, si on ne vous a pas versé les tranches comme c'était prévu dans votre échéancier, c'est qu'on n'a pas vos contrats de travail qui vont avec ces postes. Ça peut arriver quand vous nous avez transmis un contrat d'1 an seulement. On vous a versé uniquement la première tranche et on attend que vous nous envoyiez un contrat où vous nous attestiez que le contrat a été prolongé pour vous verser la deuxième tranche. Donc, si vous n'avez pas reçu les tranches, les deuxième et troisième tranches, c'est qu'on ne dispose pas des contrats de travail qui vont avec sur ces années-là. Est-ce que dans le chat, on répond à peu près à tout ou pas? Dans la mesure, oui. On regarde en même temps les questions. Et pour ceux qui n'avaient pas fait qui n'avaient pas eu de première convention de 2 ans et qui sont arrivés directement dans la phase 2, on s'en tient juste à ces 36 mois-là. Vous n'avez pas justifié des années précédentes, hein. En cas d'arrêt maladie et de congé, en fait, encore une fois, nous, on n'a pas une vision RH de vos postes. Donc, si votre poste est pourvu pendant l'arrêt maladie, en fait, si une personne est en congé ou en arrêt maladie, ça veut dire que le poste est encore pourvu et que la personne occupe ce poste. Donc, les mois sont malheureusement là pris en compte au titre de la subvention.
Alors, il y a pas mal de questions qui rejoignent ce qui a été dit en introduction, hein. Les, les salariés, enfin, les salariés qui arrivent en fin de convention peuvent tout à fait garder l'appellation conseiller numérique à la fin du dispositif. Et encore une fois, pour les cas individuels, n'hésitez pas à nous solliciter en dehors de ce webinaire ou alors de nous donner vos références et on pourra vous recontacter. Mais on ne peut pas répondre aux situations individuelles là dans le chat avec des informations qui sont- concernent des personnes à titre individuel, quoi. Alors, pour les états de versement, on ne verse pas d'attestation de versement. C'est la convention qui fait foi. Et là, je vois, on ne sait pas si c'est Conseil numérique ou France Service. France Service, ce n'est pas versé par la Banque des Territoires. Donc, c'est versé par vos préfectures. Donc, normalement, ce n'est pas les mêmes intitulés de RIB et d'intitulés de versement. Donc, ça, il faut plutôt demander à vos pairies, j'imagine. Et vous avez effectivement, vous aurez encore accès à la coop même même une fois que les postes ne sont plus cofinancés par l'État. Mais peut-être, on a des slides après sur les suites du dispositif, donc on va peut-être laisser la main à Ondine et Ferdinand et Louise pour la suite. Yes, carrément. Vous avez à votre disposition pour vos démarches des guides, notamment dans la fac, qui vous permettent de mettre en place toutes vos démarches. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Et je laisse la main à Louise ou Ferdinand, je ne sais pas qui de vous parle sur la suite du dispositif. Oui, je vois qu'il y a des mains levées. On peut peut-être prendre les questions maintenant pour ces mains levées. Genre, comment est-ce que j'accède? Je vois que Eh ben, premier, c'est Serge. Serge Ma qui a levé la main. Oui, tout à fait. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, c'est bon. Oui, c'est vrai que je voudrais revenir en fait voilà par rapport à la présentation de Ferdinand qui était très claire. Après, je pense qu'il n'y a pas de surprise sur les baisses de dotation et de subventionnement en fait voilà de la part de nos politiques, hein. On le savait un petit peu en allant dans le dispositif conseiller numérique. Mais moi, j'avais une question un peu plus précise, c'est-à-dire que voilà, j'ai bénéficié en fait depuis 2021 d'un conseiller numérique. Après, j'ai eu bénéficié d'un deuxième conseiller numérique. Donc aujourd'hui, j'ai deux conseillers numériques jusqu'en début 2027 au vu du conventionnement. Par contre, moi, entre-temps, j'ai quand même monté en fait un service inclusion numérique avec parce que bah voilà, je suis directeur informatique, donc j'ai aussi des techniciens informatiques qui font à 50%, 40% et 30% de l'inclusion numérique, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah voilà, on rayonne nous sur notre PCI. Voilà, on a une vraie mission d'inclusion numérique en plus de nos conseillers numériques. Mais dans l'espace coupe, par exemple, on ne remplit en fait que les petits chiffres des conseillers numériques. Ça veut dire que nous, tout ce qu'on a fait depuis le début en fait en termes d'inclusion numérique, c'est peut-être pas rentré en fait réellement dans les chiffres et ça n'a peut-être pas été présenté auprès de nos politiques. Et ça, c'est un petit peu un questionnement, parce qu'à un moment, ce que j'ai fait, c'est que j'avais vu avec la préf, il m'avait dit qu'on pouvait quand même créer un espace coupe pour nos médiateurs. Mais je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas, si c'est quelque chose dont on a tenu compte aussi pour essayer de voilà, faire un focus réellement sur les problèmes justement d'électronisme, les problèmes différents rencontrés dans nos territoires, parce que je pense qu'en plus, bon, bah, moi je suis en Île-de-France, donc voilà, je suis sur un territoire aujourd'hui assez riche, mais avec des vraies problématiques. Voilà. Après, si je vois sur le nord de mon département, eux, il y a des problèmes vraiment voilà, de financement de matériel ou des choses comme ça. C'est vrai que nos problèmes sont totalement différents. Mais c'est vrai que voilà, est-ce que mes chiffres en fait de mes animateurs, médiateurs numériques sont entrés en ligne de compte ou pas voilà, auprès de nos politiques?
Merci pour votre question. Déjà, je me réjouis que vous ayez cette activité et que du coup vous arriviez à rayonner comme ça. C'est vraiment très encourageant. Je pense que c'est très chouette d'entendre ça. Sur réponse précise, donc avant 2024, si je ne dis pas de bêtises, donc l'espace COP était réservé aux conseillers numériques. Il a été ouvert depuis aux médiateurs numériques. Donc effectivement, toute personne exerçant des fonctions de médiation numérique peut s'inscrire sur l'espace COP. C'est très simple. Et donc, à ce titre-là, peut rentrer des activités qui seront effectivement utilisées pour de la valorisation, nous, dans notre plaidoyer, pour outiller effectivement les ministres et les députés pour leur permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Donc la réponse est oui. Et Louise, Donc, de toute façon, complétera ces éléments. donc, il faut continuer quand même à remplir, parce que c'est vrai qu'après, Ah, au et vu c'est de primordial. l'opération, j'avais un peu dit à mes agents, bon, bah, parce que c'est vrai que, bon, bah, en tant que Non, non, directeur, j'aime bien les stats, mais je sais que ça les saoule un petit peu, et je leur avais dit, bah, non, non, laissez tomber, je pense que ça sert à rien. c'est vraiment, bah, ça me permet de refaire merci de me poser cette question-là. C'est vraiment, je pense que ça n'a jamais été aussi important. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, on s'engage dans les négociations budgétaires de l'année prochaine et elles sont particulièrement ardues. Et donc, au maximum, on est capable de documenter un impact, même avec des moyens réduits. Le maximum, on montre que justement, on a de l'impact. Et ben, le maximum, on va pouvoir réussir à se financer. Je le redis pour tout le monde, les décisions qui ont été prises par les élus, il n'y en a aucun qui a douté de notre efficacité. C'est ça qui est un peu frustrant aussi, c'est-à-dire que le contexte est vraiment assez mauvais, mais personne ne nous a dit en clair ce que vous faites, ça marche pas. Donc déjà, ça c'est bien. Bon, maintenant, il faut qu'on arrive à le traduire concrètement en soutien voilà, concret. Donc surtout continuer à renseigner ces activités, continuer à nous donner des outils pour aller porter la parole de l'efficacité de l'inclusion numérique. Merci beaucoup, Ferdinand, et merci Serge pour votre question. Le prochain, alors je ne connais pas le prénom, je suis navrée, mais monsieur ou madame Bousquier, vous êtes le prochain sur la liste pour poser votre question. Oui, non, mais on a posé la question par écrit, mais j'attends de voir la suite, puisque suite du dispositif conseiller numérique, c'était la question était en lien avec le sujet qui va être abordé maintenant. C'est que une fois la convention terminée, les 36 mois, qu'est-ce qui se passe en maintenant le poste de conseiller numérique sur notre collectivité, hein? Oui, tout à fait. Merci pour la question. On va y revenir tout de suite. Donc, si ça répond pas tout à fait, on pourra repréciser. Ok, merci. Gaëtan, du coup, je vous laisse poser votre question. Oui, bonjour à tous. Donc moi, ce que je souhaitais savoir, c'est que je suis coordinateur, enfin responsable au sein d'un centre de formation, et on porte un conseiller numérique. Et nous, on a eu des CDD de 18 mois, et des fois, il y a eu des abandons de poste. Donc des fois, il nous a fallu un mois et demi pour remettre quelqu'un en poste. Donc du coup, si j'ai bien compris, ça va être ce temps-là qu'on a perdu suite au recrutement, ça va être reporté sur la convention, c'est ça? Je ne sais pas si Sacha, tu veux répondre ou... Emmanuel a levé la main, il me semble. Sacha, oui. Alors non, dans ces cas-là, nous, si vous reprenez les termes de votre convention, on finance bien 36 mois d'activité d'un conseiller numérique. Donc s'il y a eu un temps de latence entre deux recrutements, ça n'impacte pas le financement total. C'est juste que l'échéance de ce financement est reportée eu égard au temps de recrutement qui s'est écoulé entre entre les deux conseillers numériques. Vous conservez bien le financement sur les 36 mois. Il n'y a rien de perdu. Vous parliez de perdre, il n'y a rien de perdu pour vous. Ok, merci. Merci Emmanuel. Béatrice, je vous laisse la main pour votre question. Et vous avez votre micro coupé, donc on ne vous entend pas. C'est bon. Oui, vous m'entendez?
Moi, je me questionnais sur la pertinence de continuer à justifier des personnes qu'on reçoit dans le cadre de cette activité de conseil numérique, alors même qu'on n'est plus financé parce que ça voudrait dire que ça n'a pas d'impact pour nos structures, alors même que le budget global de notre CCAS, puisque nous, c'est porté par un CCAS, est très impacté par l'absence de financement. Mais du coup, ça ne se verra pas si on continue à rendre compte d'une activité qui n'est plus financée. Oui, je comprends tout à fait votre question et je vous remercie de la poser. Comptez sur nous pour que ce raccourci ne soit pas fait. Je pense que honnêtement, il faudrait être sacrément de mauvaise foi pour penser que couper des financements n'a aucun impact sur une structure. Moi, je vous dis l'inverse, je vous dis il faut vraiment qu'on continue à témoigner d'une efficacité dans les actions que nous portons. Déjà parce qu'aujourd'hui, l'État ne finance pas zéro, il cofinance. Alors, évidemment, c'est dégressif, mais très franchement, les dernières années nous ont réservé tellement de surprises qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Donc, soyons combatifs là-dessus. Et en plus de cela, nous, on transmet des éléments très concrets au cabinet ministériel et aux députés sur la part de financement respective dans les actions d'inclusion numérique de l'État d'un côté, des collectivités territoriales de l'autre et des associations. Et donc, les politiques ont tout à fait conscience de cette répartition. Et dans ces schémas qu'on transmet, je peux vous assurer que c'est très clair, que ça se voit que quand l'État diminue, les collectivités et les associations augmentent. Donc effectivement, il y a cet effet de bord dont on peut avoir peur. Moi, je pense que si on arrête de mettre en commun notre donnée, de gérer ça de façon partagée pour pouvoir témoigner d'un impact global de l'écosystème, très franchement, on est mort en fait dans les discussions budgétaires qui vont venir. Je vous le dis très, très concrètement, hein, le contexte est très rude. Je pense que c'est l'inverse, mais je comprends votre crainte et en tout cas, vous pouvez compter sur nous pour dissiper vraiment ce malentendu s'il venait à se présenter. Merci Ferdinand. On va prendre les deux dernières questions avant de laisser la parole à Louise et Ferdinand d'ailleurs sur la suite du dispositif. Donc la personne qui représente la mairie de Bouilleret, je vous laisse la parole, peut-être le prochain. Bonjour, bon, j'ai un petit problème de caméra, donc vous ne me verrez pas, mais peu importe. Jean-Louis Billot, je suis le maire de la commune de Bouilleret, dans le département du Cher. Donc nous, on a une conseillère numérique hein, qui intervient depuis déjà, on a même eu un renouvellement de conseillers sur le temps du contrat. Cette personne a été recrutée dans le cadre des conseillers numériques France Service, justement par rapport à la France Service qu'on a et par rapport à ce qu'on ne pouvait pas faire avec nos agents, par rapport aux demandes, etc., notamment tout ce qui était formation et accompagnement des personnes dans l'accès au droit. C'est une vraie difficulté. Et alors, quand vous disiez tout à l'heure que il n'y a pas d'abandon de l'État, quand on diminue les budgets de manière importante comme celle-là, moi j'y vois quand même un abandon d'un système qui quand même a fait ses preuves au service des habitants et qui aujourd'hui permet à des gens de devenir autonomes sur le numérique, sur l'accès au droit, etc. Ce qui me paraît essentiel. Je prendrai juste l'exemple d'une mamie de plus de 80 ans qui est venue ici au début en formation, les premiers pas de formation, elle promenait la souris en l'air et maintenant elle sait la poser sur la table, elle est capable de répondre à ses mails et de prendre ses rendez-vous sur Doctolib. Donc, je veux dire, on voit bien l'importance qu'avait ce dispositif. Aujourd'hui, lui couper les ailes, je trouve que c'est très, très dommage, notamment par rapport au milieu rural, mais je pense je pense qu'au milieu urbain, dans certains quartiers, etc. C'est quand même, je veux dire, c'est quand même des dispositifs qui sont essentiels pour les habitants et sur lesquels, enfin, pour lesquels, en plus, on les a habitués, hein, puisque du coup, on avait des gens qui étaient capables de leur répondre, de les accompagner et de les aider. Donc, je pense que je vais aussi me faire une petite lettre à notre député pour lui signifier que on n'est pas satisfait de cet abandon, peut-être un peu déguisé, mais cet abandon de cet accompagnement qui se faisait, qui a rendu son service et qui est vraiment apporté aux habitants. Je vous remercie pour cette intervention. Je ne peux que dire que je suis parfaitement d'accord avec vous et que personne, encore une fois, ne remet en cause l'efficacité de ce qu'on porte. Donc effectivement, tous ceux qui veulent écrire à leurs députés, vraiment allez-y.
Encore une fois, nous, on travaille au sein de l'administration et donc notre rôle n'est pas d'avoir une position politique, mais d'appliquer ce que le politique décide. Et voilà, je le dis à titre d'un citoyen et à titre personnel, je suis d'accord avec vous. À titre d'un administrateur, j'appliquerai ce que me dit le politique. Mais voilà, je suis parfaitement, parfaitement d'accord avec ça. Et en tout cas, j'invite vraiment chacune et chacun à faire son plaidoyer à son échelle, à écrire à ses représentants, à ses élus, parce que c'est effectivement eux qui voteront le budget à la fin. Merci beaucoup. Et Sylvain, je vous laisse la parole avant qu'on enchaîne après Ouais. avec la suite du dispositif. J'avais une Là. remarque aussi, Madame Colson, Hélène Colson. Merci, mais je laisse. Bonjour à tous. Du coup, c'est dans la continuité de ce qu'on disait. Moi, je voulais juste savoir, effectivement, donc là, il y a l'arrêt du dispositif. Par exemple, si la structure décide, je sais pas, au 1er janvier 2027 de créer et de pérenniser ce poste, est-ce que justement dans les discussions budgétaires prévenues pour 2027 et 2028, peut y avoir espoir, entre guillemets, de récompenser des structures qui auraient misé et investi en maintenant leur dispositif au sein de leur collectivité, par exemple, en disant, ben voilà, telle collectivité a poursuivi le dispositif sans renouveler de convention, mais s'ils s'en font la demande auprès de tel ou tel dispositif, ils peuvent avoir dans le futur une subvention éventuelle. Je pense que ça serait aussi valoriser les collectivités qui vont aller dans la continuité du dispositif, si elles le peuvent, qui vont s'investir. Et je pense qu'à terme, ça pourrait être aussi un levier et un lever de fonds pour justement récompenser celles qui misent sur cette continuité de service. Oui, tout à fait. Je partage. Je souhaiterais que cela soit possible. Très honnêtement, personne n'en sait rien. Voilà, je ne sais pas ce qui va être décidé. Ce qui est certain, et je pense que du coup, ça mériterait peut-être de continuer et que Louise puisse présenter la suite du dispositif, parce qu'il n'y a pas d'arrêt du dispositif conseiller numérique. Effectivement, là, les subventions sont dégressives, mais conseiller numérique, c'est un ensemble de financement, de soutien, comme on a pu le rappeler. C'est à la fois des postes, c'est aussi de la formation, c'est aussi de l'outillage. Il y a des personnes qui travaillent au niveau national et au niveau local pour maintenir cette communauté personnelle et professionnelle. Et donc, la question, c'est de savoir effectivement quelles vont être les modalités de ce soutien. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas un arrêt du soutien. Le soutien est fortement dégressif, hein, voilà, on le sait tous, on a les chiffres sous les yeux. Mais par contre, il n'y aura pas de soutien. Donc, la question, c'est effectivement de savoir quelle est la forme de ce soutien, comment est-ce qu'on est le plus intelligent pour faire avec ce qu'on a. Donc déjà, il n'y a pas de fin de dispositif. Il y a une évolution qui, évidemment, n'est pas une évolution qu'on aurait pu souhaiter. Hein, voilà, ça, c'est sûr et certain. Mais donc, il y aura toujours un financement et il faut voir sous quelle forme il va se mettre en place. Mais du coup, je pense que c'est peut-être pas mal que Louise puisse présenter la suite. Et puis comme ça, on prendra les autres questions après, parce que peut-être que certaines et certains auront des réponses. Et donc, on pourra apporter des précisions après. Tout à fait. Louis, je te laisse la main et pour ceux qui avaient levé la main, on revient vers vous juste après. Ouais, merci. J'espère que oui, c'est bon. Oui, donc comme l'a dit Ferdinand, aujourd'hui on ne parle pas de fin du dispositif conseiller numérique, mais plutôt de suite, d'évolution du dispositif. Donc notre position côté Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est malgré un budget restreint, c'est de poursuivre les efforts et le soutien pour ouvrir autant que possible les outils et les ressources qui sont produits au national et qui sont financés par le national, enfin, par l'État, à l'ensemble des médiateurs numériques, et qu'ils soient financés ou non dans le cadre du dispositif conseiller numérique. Donc aujourd'hui, tout médiateur numérique, y compris donc ceux dont le conventionnement avec le dispositif conseiller numérique est arrivé à terme, peut continuer à bénéficier de l'offre proposée par le dispositif. Donc, par exemple, si un conseiller numérique arrive au terme de son conventionnement avec le dispositif et donc ne bénéficie plus de ce financement, ce conseiller numérique qui poursuivrait une activité de médiation numérique peut, s'il le souhaite, bénéficier de tous les outils et les ressources qui sont produits et financés par l'État. Donc, on y retrouve notamment de l'animation, de l'outillage, de la veille.
Donc, on a mis à votre disposition une note qui recense l'intégralité de tout l'outillage et de toutes les ressources à disposition de ces médiateurs numériques, ainsi que les démarches pour y accéder. Le lien vers la note a été intégré dans la communication de fin février qui annonçait justement les impacts du budget 2026 sur les postes de conseil numérique. Donc, vous retrouverez le lien de cette note dans cette communication. Vous retrouvez aussi le lien dans le compte-rendu de la réunion, sur le support de la réunion. Et donc très concrètement, on vous a mis le sommaire à l'écran. Dans cette note, vous retrouvez un volet formation qui détaille aujourd'hui les modalités d'accès à la formation qui est financé par le dispositif, un volet outillage qui recense aussi tous les outils financés par l'État, y compris tous les outils financés par l'État et utiles aux médiateurs numériques dans le cadre de leur activité. Donc on y retrouve la COP de la médiation numérique, les bases du numérique d'intérêt général, Mattermost, la cartographie des lieux d'inclusion numérique et Pixorga. Donc tous ces outils sont accessibles. Il y a aussi tout un volet animation. Dans le cadre du dispositif, on produit pas mal de newsletters, de webinaires qui sont accessibles à tous, que ces professionnels soient ou non financés par le dispositif conseiller numérique. On éclaircit aussi dans cette note la question de la marque conseiller numérique et du kit de communication associé. C'est une question qui revient beaucoup. Donc on détaille la question et aujourd'hui notre position côté NCT sur cette question, c'est que un conseiller numérique qui a un jour bénéficié d'un financement conseiller numérique et qui sortirait qui arriverait au terme de son conventionnement peut continuer à utiliser la marque conseiller numérique s'il le souhaite et le kit de communication associé, quand bien même il ne serait plus financé par le dispositif. Et puis il y a aussi un volet qui détaille l'animation qui est proposée par les coordinateurs, puisqu'aujourd'hui, les coordinateurs de conseillers numériques qui le veulent peuvent ouvrir leur animation aux médiateurs numériques qui ne seraient pas financés par le dispositif conseiller numérique. Et il y a enfin un dernier volet sur la veille et les études qui sont assurées au niveau national et qui peuvent aider tous les professionnels dans le cadre de leur activité quotidienne. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Sinon, on va pouvoir prendre les questions posées à l'oral. Alors, je ne sais pas qui était dans la liste. Il y a une question de conseiller numérique commune de communauté de communes Piémont-Cévenol. On vous laisse la main. Alors, vous n'avez pas votre micro. Si vous pouvez peut-être allumer. Allô? Yes. Là, Oui, c'est bon. bonjour. Je posais la question, quel est l'intérêt en fait de continuer le dispositif conseil numérique si derrière il n'y a plus de suite, on va dire, d'aide du gouvernement en fait. Quel est l'objectif à venir? Merci pour votre question. Il n'y a pas plus de suite. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on dise que 13 millions, 14 millions, c'est moins que 50 millions, mais c'est pas 0 million. Donc déjà, il y a 13 millions et je suis encore une fois le premier à dire que c'est pas assez à titre personnel. Mais voilà, on est tous devant ce fait-là. Donc il y aura un financement et il y aura un soutien au titre du dispositif conseiller numérique, comme vient de l'exposer Louise, en termes d'outillage, en termes de financement des parcours de formation pour ceux qui ont été conseillers numériques, en termes de mise à disposition des ressources produites dans le cadre du dispositif conseiller numérique, d'animation. Et tout ça, ça représente des coûts, évidemment. Et dans l'année 2026, il y a aussi la majorité en fait, des 13 millions, 10 millions sur les 13, c'est des financements, des cofinancements de postes de conseillers numériques. Donc effectivement, c'est beaucoup moins qu'avant, mais il y a encore 10 millions et demi d'euros qui sont alloués par l'État au financement de postes de conseillers numériques. Et après, comme je vous l'ai déjà dit, les discussions budgétaires reprennent tous les ans. Donc le marathon reprend maintenant pour les discussions budgétaires de l'année d'après. Et là, pour le coup, personne n'est voyant ici, donc on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'arrêt du dispositif conseiller numérique. Déjà cette année, il y a encore 14 millions. Et puis l'année prochaine, on espère qu'il y aura aussi au moins cela. Donc en tout cas, on s'y emploie à notre niveau et à notre place. Mais voilà pour répondre à votre question.
Merci Ferdinand et Laetitia. Je vous laisse la main pour votre question. Et votre micro est éteint. Je ne peux pas vous entendre. Bonjour. Moi, je me rends compte que la convention de l'intercommunalité date de 2022. Entre-temps, nous avons eu plusieurs changements de poste. Nous sommes avant tout un centre social. Notre action sur le conseil numérique est partagée sur un territoire de 30 communes. Je me demande comment ça va se passer pour la suite, vu que la convention date de 2022. Je me demande également qu'est-ce qu'il se passe si, à tout hasard, notre conseiller numérique actuel décidait de rompre son contrat. Est-ce que ça équivaut à nous perdons définitivement le conseil numérique? Est-ce que pas du tout? Enfin, je suis désolée, je trouve ça très flou en fait. Certains continueront à être financés, d'autres non. Je pense qu'on aurait besoin que ça soit un peu clair, posé, quelles conditions, pourquoi, comment. Voilà, je vous remercie. Qui veut prendre cette question? Moi, je peux la prendre. Il n'y a pas d'inégalité de traitement entre les postes, hein. Ceux qui seront encore financés l'an prochain, c'est simplement qu'ils ne sont pas arrivés au bout de leur convention de 36 mois, hein. Donc, personne n'est financé plus longtemps que les autres. Merci beaucoup. Eh bien, Hélène, c'est à vous de parler. Oui, bonjour, Hélène Colson. Donc, je travaille sur la métropole de Lyon. Alors, nous, on est engagé dans le dispositif depuis très, très longtemps, enfin, depuis le démarrage. Et la MMIE, voilà, que je représente ici, a porté jusqu'à 17 postes de conseiller numérique. On n'en a plus que 10. On a allé chercher des cofinancements. Voilà, à titre d'information quand même pour mes collègues aussi, pour venir équilibrer cette baisse de l'État, donc au financement métropolitain et communal, qui sont allés en augmentant. Nous arrivons en fin de convention, nous, en juillet. Donc, on va dire que voilà, moi, tous mes conseillers sont en CDI, mais effectivement, la fin de l'année est compliquée à boucler. Nous, on croit dans le dispositif et on espère que ça va se poursuivre, hein. Monsieur Roturo, vous connaissez notre engagement, enfin, en tout cas la métropole de Lyon, sur ces sujets. J'ai quand même une remarque, moi, sur les suites de financement. Je me suis posé la question, alors excusez-moi pour ceux qui sont plus en milieu rural, mais c'est pourquoi, et est-ce qu'on a exploré jusqu'au bout à minima la piste de la politique de la ville, de financement politique de la ville? Puisque alors pas cette année, mais l'année précédente, en année roulante, on avait quand même 5 000 € par conseiller numérique qui pouvaient être liés à la politique de la ville. En année de conventionnement, c'est-à-dire pour moi cette année, zéro. Il y a quand même de l'argent sur la pôle ville. Les conseils numériques, leur présence en tout cas a fait ses preuves. On a longtemps été caché dans la ligne, c'est ça, d'Ori Bruyas, Mednum, du coup, dans la ligne fibre optique au niveau des budgets. Aujourd'hui, je crois qu'on en est sorti. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu plus clairement, mais avec une mobilisation générale, aller chercher de la politique de la ville à minima pour ceux qui ont des conseillers numériques en quartier politique de la ville? Merci. Oui, merci. Merci pour votre question. Oui, je connais bien votre engagement, je vous en remercie. C'est vrai qu'on se connaît bien et depuis longtemps. Je pense que c'est effectivement une piste. Alors après, nous, à notre niveau, on peut pas c'est un arbitrage qui est politique en fait, hein. Là, c'est vraiment un peu déshabiller Paul pour habiller Jacques. Donc nous, ça nous dépasse. En tout cas, on n'a pas voilà. Nous, administration, on peut pas décider de cela. Effectivement, il pourrait y avoir des propositions faites en ce sens-là, hein. Enfin, ça me semble pas absurde du tout. En tout cas, nous, dans le cadre des explorations de scénarios, on a fait des recensements un peu des pistes de financement qui pouvaient être mobilisées, etc. C'est quelque chose qui fait partie du paysage. Alors après, en ce moment, le contexte est tellement tendu pour tous les programmes que c'est très très compliqué de faire du refléchage.
malheureusement, hein, mais donc voilà. Il faudra voir aussi les arbitrages qui sont faits, peut-être à nous et aussi aux associations d'élus, de faire des propositions aussi de financement, de redirection de certaines taxes ou quoi. On peut outiller en tout cas avec des chiffres là-dessus, mais voilà, c'est vrai que ça doit être saisi à plus haut niveau. Merci beaucoup. Oui, pardon. Merci beaucoup pour cette question. Raphaël Sylvestre, vous êtes le prochain à pouvoir poser votre question. Et bonjour, alors je suis conseiller numérique. Moi, c'était peut-être plus une petite remarque et qui pourrait peut-être nourrir votre plaidoyer. Il y a aussi, un problème de vision court-termiste par rapport à ces décisions qui ont été prises versus une vision long-termiste qui voudrait qu'en fait, ça risque de coûter plus cher au final, ce qui est en train de se passer, parce que si on arrête un dispositif maintenant pour le reprendre plus tard, et je pense qu'il reprendra plus tard, parce que le problème, c'est que si on arrête d'accompagner des personnes qui, du coup, seront en situation de précarité numérique, et ça ne va pas s'arranger si on coupe tous les financements pour la médiation numérique, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les problèmes vont s'accumuler et qu'au final, on sera obligé de remettre en route ce dispositif. Sauf qu'on aura accumulé tellement de problèmes entre-temps que voilà, on va faire ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui, mais de façon plus importante, c'est-à-dire qu'on va jouer les pompiers. Et ça va être très très compliqué, et ça va coûter beaucoup plus d'argent à l'État au final. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour donner un peu de l'eau à votre moulin. Et puis, Oui, tout à fait d'accord. C'est un des éléments qu'on a documenté, chiffré et sur lesquels on s'est appuyé. C'est parfait. Merci de l'avoir fait. Et j'avais vu qu'il y avait une question aussi dans le chat tout à l'heure. Je voulais essayer d'apporter peut-être un élément de réponse par rapport à ce que moi je sais. Il y avait une remarque comme quoi, pourquoi baisser les financements du dispositif des conseillers numériques pour augmenter les financements des France Services? Tout simplement parce qu'en fait, en baissant les financements des conseillers numériques, on ne pourra plus accompagner les personnes sur leur autonomie. Donc, elles seront plus forcément capables d'effectuer les démarches en ligne par elles-mêmes. Donc, forcément, elles vont se tourner vers les France Services pour être accompagnées sur leurs démarches administratives, puisqu'elles ne seront plus en capacité d'être autonomes. Voilà, je pense, c'est un élément de réponse. C'est comme ça que je le vois. Voilà ce que je pouvais en dire. Donc, j'espère que il y aura un petit peu plus de vision long-termiste dans un très proche avenir pour qu'on puisse continuer à soutenir toutes ces personnes. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage et pour ce début de réponse. Je ne sais pas si Ferdinand, Louise, vous voulez réagir ou si je passe à la question suivante. Eh bien, Sophie. Ouais, vas-y. Non, Ferdinand a dû nous quitter. Pas de problème. Eh bien, du coup, Sophia, je vous laisse la parole pour votre question. Alors, bonjour déjà. Du coup, moi, je voulais savoir, l'organisation du suivi des conseillers numériques est un peu floue. La plupart du temps, moi, je suis responsable France Service et du coup, dans ma France Service, nous avons 2 conseillers numériques. Et on n'a pas toutes les informations qui nous sont remontées en tant que responsables. Les conseillers numériques ont les informations de leur formation, de leur examen, mais nous, en tant que responsables, on ne les a pas. On est obligé du coup de se référer à nos agents et c'est des fois problématique parce que les dates ne sont pas forcément, avec les nécessités de service, ne sont pas... C'est un peu compliqué, voilà. Vous dites que vous n'avez pas les informations sur tout le dispositif ou sur, assez régulièrement, on envoie des emails aux employeurs de conseillers numériques et de coordinateurs pour leur donner des informations. Les employeurs, ils n'ont pas les infos. Nous, on n'a pas les informations sur, les jours, par exemple, d'examen pour le CCPR1. J'ai dû partir
à la pêche aux informations auprès des agents pour l'avoir. En fait, on n'est pas informé. On ne nous demande pas Normalement, quel jour est le plus simple pour nous en tant que service, parce qu'on est quand même ouvert au public tous les jours. Donc, c'est assez problématique qu'on ne nous pose pas la question, nous, en tant que responsables du service, et pour alors, savoir quand est-ce que les agents sont disponibles. normalement, pour la formation initiale, l'organisme de formation doit avoir votre accord pour inscrire le conseil numérique en formation. Et normalement, lors de l'envoi des convocations, vous êtes en copie de... Eh ben non. C'est que l'organisme de formation n'a pas le bon contact qui a été renseigné au départ lors de l'inscription. Alors en fait, bon, nous, on a eu un changement de responsable, mais j'ai bien informé depuis plus d'1 an par mail que nous avons changé, que les adresses mail ont changé. Ça fait 1 an et 1 an que... bon, après ça, c'est un cas personnel, donc j'ai déjà informé plusieurs fois par mail, ça n'a toujours pas été mis à jour. Mais du coup, on n'a pas d'informations, quoi. C'est une erreur. Si vous avez informé l'organisme de formation du changement, il aurait dû le prendre en compte. Et effectivement, normalement, vous êtes bien en copie. Les employeurs sont bien en copie de toutes les convocations et échanges avec les conseils numériques concernés. D'accord, et vers qui je peux me retourner? Parce que du coup, quand j'envoie l'adresse générique, du coup, on me répond que ça va être fait, mais du coup, ça fait 1 an maintenant. Vous avez écrit à l'organisme de formation directement? En fait, là, de toute façon, ça y est, ils ont fini les formations, donc sur ça, il y a plus de soucis. Mais c'est par exemple pour les examens CCP1, je n'ai pas été informée de la date. C'est les agents eux-mêmes qui sont venus m'informer de leur date. Donc ça, c'est pas l'organisme de formation, je pense, de m'informer de cette date. Si, c'est l'organisme de formation qui gère les inscriptions aux dates d'examen. D'accord. Bon, alors du coup, ça comprenait ça. Et deuxième question que je voulais vous poser, à la fin du financement pour les conseillers numériques, est-ce que les formations qui étaient obligatoires le sont toujours? Les formations tout au long de l'année, les 2 formations. Alors, pour vous répondre, du coup, l'obligation de formation dure le temps de la convention. En revanche, comme on avait indiqué en début de webinaire, concernant la formation continue, donc tous les conseillers numériques qui étaient en poste en 2026 peuvent continuer à bénéficier de leur crédit tout au long de l'année, qu'ils soient sous contrat ou non au moment d'entrer en formation. Donc l'obligation saute au moment où finit la convention. En revanche, pour la formation continue, les conseillers numériques peuvent continuer à en bénéficier tout au long de l'année, même après la fin de leur contrat ou de leur convention. D'accord, merci. Merci pour votre retour, Frédéric. Vous êtes le prochain à pouvoir poser votre question. Oui, bonjour, Frédéric Vaillant pour la ville de Metz. Moi, je me demandais, est-ce que vous avez de la visibilité sur l'organisation d'un NEC national en 2026 et par la suite? Louise, je te laisse répondre à cette question. Oui, je donne quelques éléments de réponse, mais Marine, si tu es dans les parages, n'hésite pas à me compléter si je ne suis pas exhaustive. De toute façon, il n'y a pas énormément d'actualités à vous partager pour le moment. Oui, il y aura bien un NEC cette année, un événement numérique en commun national. En revanche, on ne peut pas encore vous partager le lieu ni la date, hormis le fait que ce sera sûrement au dernier trimestre 2026. Et comme l'année dernière, on essaiera de répliquer le format de l'année dernière, c'est-à-dire avoir une journée off la veille de l'événement national, une journée off dédiée à l'inclusion numérique avec les préfectures, les coordonnateurs de conseils numériques, les structures employeuses à mesure du possible, mais les hubs aussi. Et voilà, et dès qu'on aura plus d'informations à vous partager, on communiquera à tout l'écosystème. Entendu, je vous remercie. Alors, j'ai une petite question subsidiaire, c'est et qu'en est-il par rapport au soutien de l'organisation de NEC locaux, comme c'est le cas aujourd'hui? C'est quelque chose qui va être maintenu ou pas?
Oui, les soutiens en éco locaux sont bien maintenus. On distribue toujours des enveloppes de soutien financier. J'ai plus en tête les montants. Enfin, de mémoire, il me semble que c'est 2500 € maximum, mais vraiment avec réserve parce que je suis pas certaine du montant. Donc, il y a un soutien financier qui peut être apporté par l'ANCT et aussi un soutien logistique et un soutien sur la conception de l'événement. Voilà. Entendu, merci. Oui, juste peut-être pour rebondir enfin, Louise a déjà donné l'essentiel des informations, mais dire que l'idée aussi, c'est qu'on puisse éventuellement apporter une aide s'il y a besoin d'organiser des formats en impliquant des partenaires nationaux, par exemple, qui sont partenaires de l'édition nationale notamment, hein, je pense voilà, l'éducation nationale, le PIX, l'ANSSI, le GIP cybermalveillance, la gendarmerie qui intervient souvent aussi sur les NEC, sur les questions de cybermalveillance, cybersécurité. Enfin, voilà, on peut en tout cas être sollicité pour aider à faire venir des intervenants s'il y a besoin. Merci. Merci. Catherine Romuald, vous êtes la prochaine personne pour votre question. Oui, bonjour, merci. Catherine Romuald, je suis la DG en charge de l'action sociale au Conseil départemental en Guadeloupe. Je vous remercie pour l'organisation de cette visio qui nous permet un peu d'avoir un peu de visibilité sur le dispositif. La collectivité s'était particulièrement impliquée en recrutant 8 conseillers numériques qui ont essentiellement été affectés à l'accompagnement des allocataires du RSA pour permettre de lutter aussi contre le phénomène d'électrolysme qui est très important chez nous. J'aurais une question et puis peut-être une proposition pour faire avancer la réflexion sur le financement. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les postes continuaient à être cofinancés. Ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir avoir la répartition, en fait, hein, pour nous permettre de construire des budgets. Et puis, deuxièmement, nous avons dans nos régions la possibilité de solliciter le FSE, puisque nous avons des enveloppes qui sont un peu plus importantes, notamment en matière d'inclusion. La question que je me posais, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir un appui en termes d'ingénierie pour constituer les dossiers et voir éventuellement, est-ce qu'on pourrait solliciter le FSE pour cofinancer les postes de ces conseillers numériques, puisque ce sont des personnes qui sont exclusivement tournées vers l'accompagnement des publics dits en difficulté. Merci pour vos réponses. Bonjour, pardon, je réglais le micro. Pour les cofinancements FSE+, n'hésitez pas à nous solliciter. On a d'autres exemples on voit passer pas mal de dépôts de dossiers. Donc, effectivement, sur ça, on peut vous accompagner dans la constitution de vos dossiers. Donc, vous pouvez tout à fait nous solliciter côté Banque des Territoires. Merci beaucoup. Merci. Julie, je vous laisse poser votre question. Bonjour, vous m'entendez? Non? Oui. Allô? Si, Oui, c'est super. bon. Bonjour, je ne vais pas me présenter, j'ai plus de poste. J'étais coordinatrice des conseils numériques, j'ai été conseillère numérique, j'ai soutenu des associations, des Fab Labs, donc voilà, je suis à fond dans l'inclusion numérique. Aujourd'hui, donc j'entends que la BDT ou la NCT soutiennent certaines parties financières, comme les NEC par exemple, donc que ce soit avec une enveloppe ou avec de l'ingénierie. Pour le FSE+, je ne savais pas qu'on pouvait aller vers vous, mais c'est un plaisir de le savoir. Je retiens l'info. Est-ce que, par contre, dans les prochains mois, je ne parle pas en année, je parle en mois, il serait possible, donc ça a déjà été dit, d'avoir un peu plus d'ingénierie de projet, ou en tout cas de la part de la BDT ou de la NCT, ou les deux, ou la CONUM, peu importe, d'avoir soit des enveloppes, soit des formations, alors que ce soit pour les coordinateurs ou les conseillers numériques ou les médiateurs numériques, de l'ingénierie face aux subventions qui peuvent exister, mais qui sont un peu privilégiées. C'est-à-dire que, par exemple, là, je travaille avec 2 associations qui font des demandes de subventions très larges,
On est vraiment sorti de l'inclusion numérique. On fait par projet, on fait par ce qu'on peut. On fait du FSE+, du FSE, du rural. On demande partout, on tape à toutes les portes. Ça devient très compliqué. Il n'y a pas que cette subvention conseil numérique qui s'est écroulée. Toutes les finances s'écroulent un petit peu et c'est difficile de trouver des financements réguliers et d'avoir une visibilité sur voire 2 ans, voire même 1 an. Donc, est-ce qu'il serait possible d'avoir une case accompagnement inclusion numérique au national qui aide à vraiment fédérer les idées, les projets qui ont déjà fonctionné, les fonctionnements financiers qui ont déjà fonctionné et de les intégrer dans le côté formation que vous mettez en place? Je ne suis pas sûre d'être très claire et je ne sais pas qui va vouloir me répondre. Sacha, je te laisse prendre la main. Oui, je ne suis pas sûre de répondre à tout, mais en tout cas, de côté Banque des territoires, on fait tout ce qu'on peut et on mobilise toutes les ressources qu'on a pour accompagner principalement les collectivités sur les recherches de subventions. Et après, je partage votre constat, hein, on n'est pas les seuls à voir nos enveloppes baisser. Et on n'a pas de ressources miracles à côté. Peut-être quand même, si vous avez des bonnes relations avec vos préfectures, vous pouvez leur demander s'il y a des contrats de revitalisation en cours, c'est côté des DETS, des services entreprises des préfectures. Demandez-leur s'ils ont des contrats de revitalisation en cours qui peuvent, alors c'est du financement qui est ponctuel, hein, mais on a vu passer ce type de cofinancement pour des postes de médiateurs numériques. Donc, ça peut être une des solutions possibles à laquelle on passe pas forcément et qui est pas forcément, où c'est pas des appels à projets publics. Oui, 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 c'est un peu plus sectorisé, ce qui nous intéresserait bien sûr. Et le travail que les coordinateurs au niveau national avaient fait, d'ailleurs, coucou à ceux qui m'ont reconnu, c'est très gentil. Je trouvais intéressant qu'on puisse échanger interdépartementalement. J'en ai plus pour très longtemps. Ah, c'est pas à moi qu'on parle. Ok, c'est pas grave. Je trouvais que c'est intéressant qu'interdépartementalement, à chaque fois, on puisse échanger justement les cofinancements qu'on a pu trouver ou les mises à disposition de projets qui ont une part revalorisante d'un financement d'une structure. Parce que pour le coup, on ne cherche pas que du fonds pour les salariés, mais aussi pour les structures, surtout en association. Très, très dur de tenir aujourd'hui en asso, parce qu'il faut tout, il faut des sous partout. Les Fab Labs avaient cette envie de développer un peu plus le côté vente de services et vente de produits, mais qui s'éloigne un petit peu de l'inclusion numérique ouverte à tous. Donc, on est obligé de financer des projets par la vente de produits ou de services pour aller aider des personnes qui n'ont pas les moyens de payer des services ou des produits. Donc, on est toujours dans ce cercle vicieux de ne pas pouvoir s'autofinancer et d'avoir surtout une pérennité financière. Donc, c'est compliqué. Donc, j'aimerais, puisque dans la continuité du dispositif, d'accord, il n'y a plus l'enveloppe aussi grosse qu'avant, très bien, mais je vois que vous continuez à pérenniser les outils, les formations, l'entraide, le soutien et l'échange, hein, tout simplement, la communication. Moi, j'ai très peur que si demain, pas que les conseillers numériques, mais les coordinateurs ne soient plus subventionnés du tout, on perde vraiment cette foule d'informations qu'on pouvait échanger entre nous, qui était déjà difficile parce que les journées, les emplois du temps sont longs et courts et difficile de passer du temps à juste discuter entre nous, mais c'était pas mal. Alors, est-ce qu'il ne serait pas possible de recontinuer à fédérer au moins la formation des coordinateurs, enfin de soutenir l'animation des coordinateurs pour qu'on puisse avoir, nous, après, sur les territoires, en tant que médiateur numérique, les infos financières d'animation, de formation, d'outils qui existent et qui vont continuer à nous faire vivre, de projets aussi. Merci Julie, et en effet c'est l'objectif, et Louise et Marine, enfin les personnes de la NCT, mais tout aussi la Banque des territoires le diront aussi bien, c'est tout à fait l'objectif de maintenir cette présence, et on fera tout pour en effet pérenniser tout ça. Il y a une question dans le chat, je pense que c'est important d'y revenir parce que ça fait plusieurs fois qu'elle revient sur l'arrêt des conventions
est-ce que du coup on arrête d'utiliser les outils, est-ce qu'on arrête de remplir ses stats? Peut-être Louise, qu'on peut revenir 2 secondes dessus pour répondre à cette question. Pardon, sur la question sur l'arrêt des conventions. Vu que la convention s'arrête, doit-on continuer de saisir les stats dans la plateforme en ligne, donc la coop? Si la convention s'arrête, bah, si un conventionnement de conseiller numérique arrive à terme, il y a plusieurs situations. Si le conseiller numérique poursuit son activité de médiation numérique au sein de la même structure, a priori, il garde toutes ces données de la coop et enfin, toutes les données associées. Et donc, évidemment, il est invité à continuer à remplir, à utiliser la coop, puisque c'est aussi un moyen bon, déjà, c'est un outil pour lui à titre personnel dans son quotidien, et c'est aussi une manière de montrer l'impact de la médiation numérique, enfin, l'importance de la médiation numérique pour les usagers et de valoriser aussi la médiation numérique au global. Et voilà, en revanche, si l'activité de médiation numérique s'arrête, là, évidemment, le remplissage de la COP n'est plus pertinent et le compte associé sur la COP disparaîtra. Et je vous renvoie encore à ce sujet sur la note dont je parlais tout à l'heure et qui décrit, pardon, qui recense tous ces outils et qui répond à pas mal de questions sur la manière sur la suite du dispositif. Enfin, que devient mon compte la coop lorsque mon contrat conseil numérique arrive à son terme, etc. Je vous remets le lien dans le chat. Merci beaucoup, et ça fait le lien avec ce que demandait Héloïse dans le chat. En effet, les outils perdurent et c'est hyper important pour nous de les faire perdurer, notamment pour montrer l'impact du dispositif à l'échelle locale et nationale pour continuer de faire du plaidoyer. Donc, n'hésitez pas à continuer d'utiliser ces outils. Et Serge, je vous redonne la parole. Oui, bonjour, désolé de reprendre la parole. Alors moi, c'est plus en fait un petit retour, une petite remarque avec quand même une question sous-jacente à la fin. Voilà, parce que c'est vrai que nous, sur notre PCI, en fait, on a commencé, comme je disais tout à l'heure, depuis le début du principe en fait conseiller numérique. Moi, mon directeur, s'il m'a donné ça, parce que j'étais directeur informatique, il m'a dit, bah voilà, qui est le plus prompt à pouvoir développer une activité sur le numérique? Bah, c'est toi qui travailles en fait dans l'informatique. Donc, c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé cette mission vraiment géniale, hein. J'ai dit, bah, enfin, on va pouvoir aller un peu plus peut-être au fond des choses avec les gens, parce qu'on sent bien que bah, justement le numérique aujourd'hui, sans numérique, en fait, on ne peut plus rien faire, hein. C'est aussi pour ça que France Service aussi existe, hein, parce qu'il y a de plus en plus en fait, de démarches administratives sur le tout, en fait, qui sont liées en fait, à l'informatique, même que ça soit, je me rappelle quand j'ai pris justement le projet Inclusion numérique, on parlait de parentalité numérique, on parlait aussi d'aide aux auto-entrepreneurs, d'aide aux associations, d'aide aussi à la recherche à l'emploi. Donc, c'est ce que j'ai essayé de construire parce que par contre, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que on a eu plusieurs acteurs. On avait la préfecture qui était là, on avait les Coconum, on avait les hubs, bon, on avait l'NCT qui était là en tant que financeur, mais c'était difficile en fait de trouver une réponse pour avoir une ligne de conduite pour essayer de construire ce projet inclusion numérique. Donc c'est vrai que moi j'ai essayé de faire des cours informatiques, de l'aide individuelle, de créer aussi des cours d'initiation à la programmation informatique. Voilà, on a fait tout plein de choses. La cybersécurité, parce qu'on en parle de plus en plus, parce qu'aujourd'hui les gens sont quand même touchés, les arnaques et fraudes, etc. Donc, on a fait des débats, des conférences. J'ai pris justement des bénévoles qui nous ont aidés, qui étaient des anciens dirigeants en DSI ou en cybersécurité. Voilà, on a mené vraiment ce projet. On intervient en école, on intervient en institut médico-éducatif aussi, auprès d'un public aussi en situation de handicap, puisque les réseaux sociaux, ça fait quand même aussi du mal et je pense qu'il faut savoir les contrôler, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes aujourd'hui, hein. C'est vrai qu'on s'en aperçoit, hein. Sur les réseaux sociaux, on a eu des escroqueries, on a des arnaques. Ça commence à 10 ans et on intervient même jusqu'en EHPAD aussi à 105 ans, où on a des gens qui sont dessus et donc qui ont des soucis. Donc on se rend compte que notre mission en fait est très très importante, mais effectivement, je trouve qu'il manquait un manque de cadre si on n'avait pas l'imagination, si on ne pouvait pas non plus essayer de faire d'avoir quelque chose. Et si on essayait de se comparer par rapport aux autres conseillers numériques, on s'apercevait qu'en fait, au vu du territoire, ou même des fois au niveau des voisins et au niveau de la ligne directrice, c'est-à-dire le responsable peut-être des conseillers numériques, et en fait, tout le monde ne travaillait pas de la même façon et tout le monde n'abordait pas le projet
de la même façon. Alors peut-être que je me suis planté du début jusqu'à la fin, hein, mais en tout cas, j'ai essayé de mener quelque chose. J'ai participé justement en France Numérique Ensemble aussi pour écrire la feuille d'inclusion numérique sur le département. Donc je travaille très bien aujourd'hui avec la préfecture aussi, hein, puisque voilà, on est en train d'amener aussi d'autres projets. Mais j'ai trouvé que c'était difficile. Moi, j'ai eu mes conseillers numériques, j'en ai eu plusieurs, parce qu'il y en a qui sont partis, j'ai repris, et puis voilà. Et les conseillers numériques, des fois, me disaient, bah, en fait, on se rend compte que quand on est en formation, ou même quand on était aussi en cours pour qu'ils puissent passer leur CCP1, bah, qu'à un moment, on ne fait pas du tout la même chose et on ne parle pas du tout de la même chose. Donc, c'est vrai que je trouvais qu'il manquait un petit peu cette ligne directrice, parce qu'aujourd'hui, bah, l'inclusion numérique, l'informatique, c'est un gros mot. C'est comme quand on travaille, oui, dans l'informatique, bah, tu fais quoi? Tu fais des imprimantes, tu travailles dans le bâtiment, tu es électricien, etc. C'est vraiment difficile. Et c'est ce qui nous manquait. Mais après, voilà, je trouve que, par contre, c'était un vrai projet qu'il faut quand même continuer, parce qu'aujourd'hui, bah, si on ne peut pas non plus aider les gens, je pense que bah, ils vont être de plus en plus dans la panade. Même si on a voilà, du France Service qui est là, mais le France Service n'a pas du tout ses missions. Et de plus en plus, France Service a quand même le bouquet qui s'élargit aussi de plus en plus. Donc, ils ne pourront pas non plus accompagner vraiment sur ses besoins. Et par contre, on a aussi beaucoup d'acteurs, c'est-à-dire que la médiation numérique, on en fait dans les médiathèques, on en fait dans les écoles, on en fait dans les associations, on en fait partout. Et donc, c'est difficile aussi d'essayer parfois de trouver sa place. Mais en tout cas, je remercie quand même en fait voilà, bah, vos services aussi à vous, hein, qui nous ont quand même accompagnés, qui nous ont financés. J'ai bien compris que de toute façon, bah, les financements, après, ça, c'est pas de votre faute, hein, c'est national. Que les financements, à un moment, s'arrêteront. Après, quid de ce qui va se passer? Je pense que ce sont les employeurs qui vont devoir décider. Alors moi, je suis un EPCI, une communauté de communes, donc ça va être nos élus qui vont se décider. Mais c'est vrai que j'avais déjà eu la remarque il y a quelques mois quand ils avaient entendu, oui, bon, bah, le dispositif conseil numérique, on arrête la subvention. La première question de mon DG, ça allait dire, ah bah c'est bon, je peux te supprimer les 2 postes. J'ai dit, bah, c'est pas sympa quand même. Voilà, et c'est-à-dire qu'à un moment, on arrête toutes ces missions, donc voilà, comme si c'était rien. Parce que, aussi, pour revenir au début, où je trouve que les conseils numériques ont été mélangés à France Service, parce qu'au début, ça s'appelait Conseil numérique France Service. Donc, d'une manière, on était, voilà, qu'un petit plus, en fait, des conseillers France Service. Et dans la tête des gens, c'est vrai que c'était pas clair. On est encore aujourd'hui, on est sur un territoire de 40 000 administrés, on a encore des administrés qui découvrent, en fait, ce qu'on fait et qui commencent à se dire, ah, mais c'est vachement bien, depuis quand vous faites ça? Ça fait quelques mois que vous faites ça? Bah non, ça fait depuis fin 2021, début 2022 qu'on a commencé à le faire. Et est-ce qu'il pourrait pas y avoir, là j'en reviens à ma question sous-jacente, puis après j'arrête de parler parce que je parle beaucoup, hein, je suis désolé. Est-ce qu'à un moment, il ne peut pas y avoir non plus un élan national de notre très cher ministre, hein, du charge du numérique et de l'intelligence artificielle auprès de nos élus, auprès aussi peut-être des associations, des centres sociaux, de la fédération, des fédérations des centres sociaux, pour dire que le projet inclusion numérique, malgré une baisse des subventions, il peut y avoir un accompagnement, mais surtout que c'est une mission quand même nationale et qu'il y a un moment, on ne peut pas non plus s'arrêter comme ça. Parce que moi, je connais mes élus, je connais ma direction. Si à un moment, il n'y a pas une lettre qui vient de plus haut, bon, parce que Serge, il dit, on s'en fout, hein, on ferme le service, et puis voilà, et puis on fout des gens au chômage, qu'est-ce qu'on en a à faire? Et puis les gens, bah, ils ont qu'à se débrouiller, c'est de l'informatique, tu appuies sur un bouton, et puis bah, tu y arrives. Aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle, et puis tu te débrouilles comme ça. Donc, si on avait un élan en fait, national avec des vrais courriers, avec une vraie demande et un vrai quelque chose, peut-être que d'un côté, certains élus arriveraient justement à se dire, bah, effectivement, c'est une mission quand même Excusez-moi. nationale, et il faut le faire. J'arrête de parler, désolé. Non, merci beaucoup. Enfin, on ne peut que partager les constats, mais je vois que le temps passe et qu'il y a encore des mains levées. Mais merci beaucoup pour votre témoignage. Et en fait, pendant que j'y pense, si la NCT est encore là, est-ce que éventuellement, Marine, tu peux partager le lien vers le webinaire sur les fonds locaux? Parce on a pas mal parlé de sources de financement. Et comme c'est aussi un sujet qui sera évoqué à l'occasion de ce webinaire, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent le suivre également. Oui, alors je retrouve le lien, je vous le mets à tout le monde dans le chat dès que je l'ai sous la main. Mais on a en effet un webinaire d'organiser donc la semaine prochaine, le 26 mars, je ne veux pas dire d'erreur sur l'horaire, c'est à 15h30, 15h30, 17h, où du coup il est prévu de présenter cette piste de financement, en tout cas cette piste de fonds locaux pour les projets d'inclusion numérique, avec du coup le témoignage de 2 fonds locaux, donc le Maine-et-Loire et la Haute-Garonne, qui ont mis en place ces fonds et qui du coup pourront présenter ce qu'ils ont mis en place, comment ça s'est fait, quels sont les partenaires qu'ils ont associés et concrètement qu'est-ce que ça leur a permis de financer, les difficultés rencontrées aussi, hein. L'idée, c'est vraiment d'être assez pratique. Et il y aura aussi du coup une intervention aussi du côté de la BDT pour partager
des éléments en rapport avec l'accompagnement que vous pouvez réaliser côté BDT sur ces constitutions de fonds locaux qu'il y a sur le territoire. Donc, c'est vraiment ce webinaire, c'est un temps de partage, mais le partage sur ces éléments-là ne se résumera pas à ce webinaire, puisque on a aussi pour ambition d'ouvrir une base sur les bases du numérique d'intérêt général pour justement fournir de la documentation sur ces sujets de mobilisation de financement et de pouvoir continuer, en tout cas, nous, à faire ce travail un petit peu de recensement et de retour d'expérience et de partage pour pouvoir aussi, du coup, le faire connaître un petit peu à tout le monde. Je vois aussi que, il y a beaucoup de sujets et de demandes, de sollicitations sur les pistes de financement via FSE, est-ce que ça permet de financer des postes, etc. Je pense que, je m'adresse directement à la BDT, mais je pense que ça peut rentrer aussi dans notre feuille de route de se dire qu'on documente tout ça beaucoup plus précisément pour justement aussi vous fournir des billes pour essayer de mobiliser ce type de fonds. Absolument. Ondine, je te laisse reprendre la main sur la distribution de la parole. Il y a des mains levées, je vois Laetitia et Cécile. Tout à fait. Cécile, tu es la prochaine sur la liste. On t'entend pas, Cécile. Je te laisse gérer tes problèmes de micro. En attendant, je vais prendre la question de Marie-Laure. Allez-y. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Vous Oui, pardon, m'entendez? oui, tout à fait. Très bien. Nous, on avait recruté un conseiller numérique en 2024 avec un financement sur 18 mois qu'on a eu. Et à l'issue des 18 mois, on a pérennisé le poste de ce conseiller numérique qui est désormais en CDI et qu'on autofinance à 100%. Pour autant, moi, j'avais une petite question concernant les formations. Est-ce qu'il est toujours possible pour ce conseiller de poursuivre les formations et d'avoir accès au financement de ces formations? Parce que il lui a été dit l'inverse en début d'année, là. Oui, donc comme on a évoqué, donc c'est de la formation continue, si je comprends bien. Vous évoquez des modules thématiques. Et oui, je vous confirme que les financements seront maintenus tout au long de l'année, quelle que soit la situation du conseiller numérique, au moment d'entrer en formation. C'est pas improbable que les règles de gestion, les règles relatives à l'accès au financement ont évolué récemment suite au vote du budget. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait eu un raté. Dans ce cas-là, je vous invite à contacter le support du dispositif en expliquant rapidement la situation et si c'est bien on pourra régulariser la situation et valider le financement de la formation. Très bien, je vous remercie. Ouais, merci à vous. Vous m'entendez là? Oui, là c'est bon. Et tu seras la dernière personne à pouvoir prendre une question. Vas-y. Merci. Donc, Cécile de Bombourg, coordinatrice des conseils numériques dans la Drôme. Je voudrais juste rapidement faire le retour d'un responsable d'association qui m'a été fait. C'est dans le cadre de la recherche de cofinancement. Ce qui lui a posé problème, donc elle s'est rapprochée du privé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la médiation numérique n'est pas considérée comme une grande cause nationale. Et alors, c'est ces termes-là, je ne sais pas si c'est forcément, en tout cas, ceux-là, mais l'idée, c'est que l'entreprise de ce fait-là ne pouvait pas intervenir dans le cadre de sa politique de RSE. Enfin, voilà. En tout cas, c'était bloquant alors qu'elle aurait voulu le faire, mais en échange, elle n'aurait pas eu peut-être les avantages financiers. Enfin, je ne vais pas les pêcher plus que ça à ce niveau-là, mais elle nous a bien dit que c'était finalement, ce serait peut-être un travail à faire. Peut-être par votre intermédiaire pour que la médiation numérique soit considérée de façon plus comme un problème de société au niveau national et que de ce fait-là, ça permette des avantages peut-être fiscaux auprès des financeurs privés. Voilà.
Marine, Louise, je ne sais pas s'il y en a une de vous qui veut répondre. Alors, j'ai pas forcément d'éléments, mais merci pour la remontée. On va se renseigner. On va essayer enfin, voilà, de creuser le sujet. Mais en tout cas, Cécile, n'hésitez pas à nous envoyer par mail des éléments supplémentaires si vous en avez. Mais en tout cas, nous, enfin, voilà, on va essayer de creuser le sujet. Ok, merci. Trop bien, merci beaucoup à tous, merci à toutes, merci à tous. Vous avez été hyper nombreux à poser des questions. On n'a pas pu répondre à tout et on en est désolé. On reste en contact via l'adresse contact@anct.gouv.fr. Sur ces sujets-là, on vous envoie le replay, la présentation et la réponse à plein de questions par email très prochainement. Et merci à tous d'avoir été présents et merci à nos nombreux intervenants. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Sur tous les trucs. Voilà.